Bonus. Trax. Dans le petit monde du hobby, la colère gronde, ou plutôt la nostalgie bouillonne. Dans un cas comme dans l'autre, une voix commence gentiment à s'élever, celle des passionnés du jeu narratif. Et puisque je fais définitivement partie de cette catégorie de joueurs et de joueuses bien particulière mais peut-être moins niche qu'il n'y paraît, il me fallait apporter ma pierre à l'édifice. Voici donc venu un podcast pour s'initier, ou peut-être revenir, au jeu narratif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Land Rider. Vous l'aurez compris grâce à l'introduction, aujourd'hui on va parler de jeux narratifs. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour s'inscrire dans cette volonté 2025, cette bonne résolution que nous avons pris à l'heure du bilan dans un podcast précédent, eh bien d'incarner une forme d'alternative par rapport au hobby qui est le nôtre. Donc tout simplement, il s'agit des fois de montrer un petit peu aux autres comment faire, comment s'initier à d'autres formes de Warhammer. Et à première vue, le Warhammer narratif fait carrément partie de ces autres formes qu'on aurait envie d'aborder à bord du Land Rider. Mais le souci, c'est que le jeu narratif, vous le savez peut-être si vous avez au moins un jour essayé de vous y initier vous-même, eh bien ça peut prendre bien des formes. Et des formes beaucoup plus variées que le jeu égal ou compétitif d'ailleurs. Il s'incarne tout de même dans un mode de jeu précis, Crusade, dont on va reparler, mais dans plein d'autres choses. On peut citer pêle-mêle, par exemple, les scénarios asymétriques, comme on pouvait en trouver dans les livres de règles, dans les codex, ou même les White Dwarf d'autrefois, et comme certains hobbyistes peuvent aujourd'hui en créer. C'est typiquement des scénarios qui ne sont pas basés sur une forme d'égalité, mais vont essayer de raconter une bataille précise, par exemple le dernier carré de quelques Space Marines face à une horde d'orques. Vous connaissez, si vous avez été un moment exposé à des vieilles publications de Games Workshop, forcément ce genre de scénario, et il y en a des milliers, en fait il y en a même peut-être des millions autant qu'il y a de hobbyistes. On pourrait également citer la modification de règles ou l'invention de règles maison, comme une forme de jeu narratif, et bien sûr, le Graal ultime, c'est la création et le jeu autour d'une campagne narrative qui impliquerait plusieurs joueurs et où, en fonction de leur bataille, de l'issue de ces combats, on va aller vers un autre combat, une autre mission, une autre bataille, pour essayer de raconter non seulement une histoire à chacune de nos parties, mais aussi une histoire plus globale sous la forme de plusieurs parties successives. Tout ça, finalement, ça peut être du jeu narratif, et j'imagine que j'oublie là, avec cette petite introduction, bien des incarnations du jeu narratif, et donc, quand on connaît finalement pas trop ce monde-là, c'est difficile de s'y initier. Et d'ailleurs, même quand on le connaît, on se rend compte qu'on a un petit problème, c'est qu'on ne parle pas forcément avec deux joueurs narratifs de la même chose. Alors du coup, avec ce podcast, je me devais de créer une petite définition. Et j'ai essayé d'en faire plusieurs avant de tomber dans une de mes relectures. Ça aussi, c'est un vœu pieux un petit peu de ce début d'année et aussi de l'épisode sur lequel nous avons abordé la question du burn-out créatif derrière le hobby. C'est d'aller puiser l'inspiration ou aller se ressourcer dans de vieilles publications. Et en l'occurrence, dans le supplément, le codex, l'extension guerre urbaine de la V4 de Warhammer 40 000, j'ai trouvé cette définition de ce qu'est une mission narrative. Et il me semble que si on met de côté le terme mission, toute la définition correspond assez bien au jeu narratif dans son ensemble. Et c'est pour ça que je vais vous la lire tout de suite. Une mission narrative a pour but de raconter une histoire plutôt que de proposer un scénario compétitif et équilibré. De nombreux joueurs apprécient cette façon différente de jouer, en particulier les vétérans lassés d'écraser les armées de leurs adversaires. Dans une mission narrative, la façon de conter le récit est plus importante que les résultats de la bataille lui-même. Cela ne signifie pas que les joueurs ne doivent pas tenter de l'emporter, car où serait l'intensité dramatique de l'histoire si l'un d'eux faisait exprès de perdre ? En fait, c'est la manière dont la partie est gagnée ou perdue qui est cruciale. Alors elle n'a l'air peut-être de rien comme ça, cette définition, mais je pense que tout y est.
d'une part la définition assez générale de ce que peut représenter le jeu narratif, c'est-à-dire l'idée de raconter une histoire, pour le dire très globalement, mais aussi un petit peu ce que ça implique pour les joueurs, et notamment l'idée de se battre jusqu'au bout, de tenter de raconter une histoire ensemble. Ce n'est pas forcément, comme on peut parfois l'entendre chez certains créateurs de contenu, sur certaines chaînes, faire une sorte d'abstraction finalement du jeu, de la compétition et du fun qui peut venir de tout cela. Non, au final, si on s'accorde d'avance sur les résultats d'une partie, ce n'est pas forcément une partie narrative. Donc c'est pas ça le jeu narratif, mais c'est l'idée qu'il y ait finalement une histoire à raconter et que cette histoire est plus importante que le résultat lui-même et que ça demande des joueurs une certaine forme de discipline sur laquelle on va revenir ensemble aujourd'hui. Donc oui, tout est là, ou plutôt tout était là, car si on parlait déjà de jeux narratifs à l'époque, en V4, je crois que les fondamentaux du jeu à la sauce Games Workshop, ils étaient narratifs et pas compétitifs. C'est un truc que j'ai pu aborder dans mon livre qui est sorti chez Ford Edition, j'en profite pour faire un petit peu de pub, mais celles et ceux qui l'ont lu le savent, il y a toujours eu une tension dans l'histoire de Games Workshop entre est-ce qu'on est des fabricants de jeux ou est-ce qu'on est des fabricants de figurines. Et donc on voit qu'en fonction un petit peu des éditions, ils se définissent soit par l'un, soit par l'autre, et qu'il peut avoir un peu des petites confusions qui naissent de tout ça. Personnellement, j'ai plutôt tendance à dire que ce sont des fabricants de figurines, n'en déplaise à l'équipe de game design, l'équipe de créateurs, de concepteurs de jeux, que je trouve par ailleurs assez excellente et plus importante et plus, réceptive qu'elle ne l'a jamais été auparavant, mais malgré cela, il ne faut pas oublier que, à l'origine, Warhammer 40 000, et a fortiori les mondes de Warhammer de manière très générale, ce sont plutôt des jeux qui tiennent du jeu de rôle en fait. Ils se rapprochent plus du jeu de rôle de par leur nature que du wargame, on va dire, à la sauce compétitive ou du jeu de société compétitif, jeu de cartes à collectionner, etc. Toutes les formes de jeux compétitifs, même finalement aussi le jeu vidéo en ligne qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Il se trouve que dans les années 80, de toute façon, ce hobby-là, il n'était pas séparé en différentes sous-catégories. Il était trop niche, trop finalement obscur pour pouvoir se le permettre. Donc, quand on était joueur de jeux de rôle, joueur de wargame historique, fantastique, peu importe, on faisait partie d'une même famille, d'une même grande famille. Et ça, on a un petit peu tendance à l'oublier, mais ça veut dire que Warhammer 40 000 n'est pas né sur des bases d'équilibrage et ce genre de choses. Il est né au contraire sur des bases, on va dire, historiques ou du moins narratives, puisque nous sommes dans un univers en guerre, le 41e millénaire, ou le vieux monde pour Warhammer Battle à l'époque, mais en fait, peu importe finalement le contexte, on s'en fout un petit peu de tout ça. L'idée, c'est que on n'était pas totalement dans cette dimension finalement plus proche d'un jeu d'échecs ou d'un jeu vidéo en ligne qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est forcément mal d'aller dans cette direction ? Ça n'appartient pas à moi de le dire, j'ai mon petit avis sur la question cependant, mais en tout cas, j'aimerais que ces deux visions du jeu puissent coexister. Or, de plus en plus, je pense qu'elles ont tendance à s'annuler l'une et l'autre. Mais il y a quelques années encore, je me souviens que je pestais contre certaines mécaniques de jeu qui avaient une dimension essentiellement narrative et qui m'embêtaient un petit peu parce que, à grands coups de dés, on pouvait voir par exemple son unité qui arrive en frappe en profondeur sortir complètement de la table et donc ne jamais être jouée. Et avec ma malchance légendaire, il m'arrivait donc très régulièrement de déployer des terminators du chaos, non pas sur table, mais sur la table du voisin ou tout simplement dans la rue en face du Games Workshop parce qu'il n'arrivait pas sur cette foutue table et donc je ne les jouais jamais mais je les payais en points et j'étais extrêmement frustré et je me disais mais en termes narratifs est-ce que ça a vraiment du sens? Oui ok ça raconte une histoire, la balise de téléportation n'a peut-être pas marché mais bordel c'est des terminators du chaos quoi, on peut quand même supposer qu'après 10 millions d'expérience ils arrivent à se téléporter sans encombre. Eh bien aujourd'hui, je me dis peut-être l'inverse, je suis peut-être un petit peu nostalgique aussi, il faut se méfier du sentiment nostalgique qui est très puissant. Mais c'est vrai que, je me dis, ah tiens, ces petites règles-là avaient tendance à me raconter des espèces de mini-histoires au sein d'une game, au sein d'une partie, et ça commence à me manquer cruellement. Donc finalement, le temps fait son effet, et on se retrouve finalement à être nostalgique des trucs qu'on détestait il y a quelques années encore. Je ne sais pas quelles leçons en tirer, mais tout ça pour vous dire que Warhammer 40 000 est né sur une base beaucoup plus narrative que compétitive. Les choses évoluent, donc c'est-à-dire que même si avant
il y avait des tournois, il y avait des compétitions, on était quand même sur un moteur de jeu d'une nature beaucoup plus narrative. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais est-ce que c'est forcément un état de fait qu'on doit accepter, on doit regretter finalement le jeu narratif, il n'est plus possible? Eh bien, je suis pas d'accord et on va voir comment on peut finalement faire cohabiter ces deux visions et peut-être même les combiner pour tirer le meilleur de ces deux façons de jouer. Et je pense que c'est un rappel qui est non seulement important parce que on finit par oublier un certain nombre de choses, mais aussi parce que il est important de rappeler qu'il est possible d'avoir un Warhammer narratif, parce que ce Warhammer, non seulement il a déjà existé, mais qu'en plus, il proposait des mécaniques de jeu intéressantes. J'insiste sur ce côté mécanique de jeu, ce côté gameplay, si on veut utiliser un terme barbare, mais effectivement, il ne faut jamais, vraiment, ça c'est mon cheval de bataille, mais il ne faut jamais oublier que le game design ne se confond pas avec l'équilibrage. L'idée de créer des mécaniques de jeu, ce n'est pas forcément créer une égalité, créer un cadre de compétition favorable aux deux joueurs. Ça peut être aussi raconter une histoire, et le game design n'a pas à être l'esclave du jeu compétitif. Imprimez ça dans vos petites têtes, mais je pense que si vous écoutez Landrider depuis longtemps, vous m'avez déjà entendu le dire bien des fois, donc je vais arrêter, mais peut-être avant, vous citer quand même un exemple. Il y a peu de temps, là aussi, je suis dans une grosse période où Oldhammer, il faut le croire, j'ouvrais ce qui est le premier codex garde impériale de la V3 de Warhammer 40 000. Et je me rends compte qu'à l'époque, alors ça je l'avais pas oublié, mais on payait, souvenez-vous, nos équipements. On payait nos équipements sur nos unités d'infanterie, sur nos personnages, mais aussi sur nos véhicules. Donc on pouvait par exemple avoir des projecteurs, des protèges chenilles, etc., etc. Et il y avait un équipement de la garde impériale que je n'avais jamais aperçu auparavant, en tout cas à ma connaissance. Il s'agissait d'un équipage. Je ne sais plus exactement comment s'appelait cet équipement, enfin cette option qu'on pouvait payer sur son véhicule, mais en fait cette option-là, elle était assez géniale parce qu'elle permettait à un joueur qui perdait un véhicule au combat, donc par exemple un Lehman russe de votre armée Astra Militarum était détruit, eh bien de remplacer ce Lehman russe par un petit équipage, je crois, de 3 hommes, que vous pouviez modéliser, ou utiliser d'ailleurs des figurines qui existaient à l'époque de la V3 en métal, et tant que ces hommes-là étaient en vie, eh bien, ils avaient un profil de garde tout à fait basique, et ils faisaient vraiment rien sur table, mais tant qu'ils étaient en vie, en fait, ils privaient votre adversaire des potentiels points que lui aurait accordé la destruction du Lehman russe. Dans le sens où, eh bien, votre équipage survivait quelque part à la bataille. Et là, on a une mécanique de jeu qui est tout à fait intéressante, parce que non seulement elle raconte une histoire, mais aussi à l'époque de la V3 où on parlait beaucoup moins de jeux compétitifs et de scoring et de marquer des points, etc. Eh ben, on avait quand même déjà une mécanique super intéressante avec son adversaire, une interaction tout à fait stylée avec son adversaire. Ok, tu as détruit mon véhicule, j'ai ces 3 mecs qui paniquent au milieu de la pampa. Tant que j'arrive à les maintenir en vie, tu n'auras pas les points pour avoir détruit mon véhicule. Et ça, à l'heure des objectifs secondaires, par exemple, de abattez-les pour détruire les monstres ou les véhicules, c'est tout à fait un truc qu'on pourrait revoir aujourd'hui. Alors on ne paye plus ce genre d'équipement, donc ça serait un petit peu chiant si tous les véhicules avaient ça à se mettre sous la dent, mais ça rajouterait un petit peu de cinématographie, ça rajouterait un petit peu de narratif dans le jeu, sans forcément aller à l'encontre d'un moteur de jeu très moderne qui voudrait qu'on score tel ou tel point par rapport à telle ou telle action. Donc je prends cet exemple-là, non pas pour vous parler, encore une fois, de la garde impériale que j'aime tant, même si vous me connaissez, c'est aussi un petit peu une excuse, mais pour vous montrer qu'il est possible de réconcilier des moteurs de jeu anciens et nouveaux, mais aussi plusieurs approches de jeu dans une seule et même partie. Mais maintenant, si on revient sur le jeu narratif pur, on peut se demander quel intérêt. Peut-être que là, vous m'écoutez et vous vous dites, mais pourquoi ce type nous raconte tout ça ? Parce que je suis persuadé que le jeu narratif a plus d'intérêt que le simple fait de raconter une histoire. Pour moi, c'est un argument de poids, c'est un argument qui se suffit à lui-même, mais si vous en voulez d'autres, j'en ai au moins 3. Déjà, je pense que le jeu narratif, c'est un jeu qui se veut plus épique, qui se veut plus cinématographique, qui se veut plus dramatique. Donc là, on s'approche du vocabulaire de la narration, mais pour moi, c'est réellement ça qui fait la sauce, le sel, l'intérêt en tout cas du jeu narratif, c'est vraiment l'idée que on va vivre des moments sur table et qui ne sont pas que des moments, on va dire, qu'on peut trouver dans, par exemple,
un sport compétitif, un sport à haut niveau, ou n'importe quelle activité qui reviendrait à mettre des points face à son adversaire et faire voilà, des remontadas, des choses comme ça. C'est toujours impressionnant, c'est sûr. Hein. Un joueur qui va emmener le ballon d'un bout à l'autre du terrain, qui dribble 4 défenseurs à lui tout seul, c'est forcément dramatique, cinématographique aussi, mais c'est pas exactement la même chose quand on est dans un jeu narratif. C'est sûr que parfois, pour avoir regardé par exemple des joueurs à très haut niveau, eh bien, au championnat du monde de Warhammer 40 000 ou des Age of Sigmar, on voit des combos, on voit des listes, on voit des trucs qui mettent des petits frissons. On peut pas le nier. Maintenant, c'est pas le même genre de frisson dont je vous parle quand je vous parle de jeu narratif. Le jeu narratif, il a une tendance à être plus épique parce que de base, il n'est pas forcément dirigé par des règles équilibrées. On part parfois avec des handicaps, on part parfois avec des contraintes, mais c'est justement de ces handicaps-là, de ces contraintes-là, que va se créer un coup d'éclat ou même finalement un coup de génie ou quelque chose de complètement grotesque, burlesque, improbable, qui va créer des souvenirs et transformer vos parties en un véritable film en fait, tout simplement. Et ça, je pense qu'on a tendance à le perdre eh bien, avec nos couches successives de règles, de relances, de stratagèmes, de tout ce qui finalement interrompt les jets de dés et les interactions entre les joueurs. Alors c'est sûr, hein, toutes ces mécaniques-là rajoutent aussi beaucoup de saveur et donc quelque part un petit peu de dramaturgie, mais j'ai tendance à dire que dans le jeu narratif, on a une matrice qui est beaucoup plus à même de créer ces moments épiques et on reviendra dessus ensemble. Plus simple aussi, l'un des intérêts du jeu narratif, ça peut être d'être un jeu beaucoup plus agréable à gérer d'un point de vue charge mentale si vous êtes allergique aux mises à jour successives, aux facs, aux règles éparpillées entre plusieurs bouquins, etc., etc., eh bien je pense que le jeu narratif est une solution. Alors ça n'a pas l'air comme ça, on a souvent d'ailleurs tendance, à tort hein, je pense, à associer le jeu narratif à un jeu plus complexe. Pour moi c'est presque un petit peu l'inverse, puisque souvent dans le jeu narratif déjà on va remplacer cette logique désormais que l'on connaît très bien, d'objectifs primaires et d'objectifs secondaires, avec simplement un objectif global de la mission, qui est par exemple, si je reprends le scénario typique du dernier carré de Space Marine face à des orques, eh bien de survivre envers et contre tous ces foutus peaux vertes. Mais au-delà de ce côté, on va dire, assez universel des scénarios, c'est-à-dire que vous n'allez pas tirer vos cartes à chaque tour, vous n'allez pas vous demander avec les ressources à ma disposition, qu'est-ce que je peux faire ? Non, vous commencez la partie, l'objectif est celui-ci, vous terminez la partie, l'objectif est resté le même et vous l'avez accompli ou vous ne l'avez pas accompli. Il n'y a pas 50 issues possibles autour de cet objectif, il y a toutes les histoires que cet objectif peut créer, mais en termes de jeu, en termes de ressenti, en termes de gestion mentale en fait, de ce qu'une partie de Warhammer et de Warhammer 40 000 peut impliquer aujourd'hui en 2025, vous avez quelque chose, je pense, de beaucoup plus léger. Et si on va dans le détail, je pense que ça peut simplifier même la prise de décision et la fluidité du jeu. Je vous donne un exemple. Si on se dit que dans une partie, on a par exemple 25 gardes menés par un commissaire qui sont dans une ruine, et donc dans une partie, on va dire conventionnelle, compétitive, jeu égal, ils tiennent un objectif, et ben ils vont rester sur cet objectif, on va rien faire avec ces gardes, même s'ils peuvent tirer sur rien, ils vont pas tenter de charge, etc. Mais en fait, dans un jeu narratif, si y a des orques en face et que notre régiment nourrit une haine totale envers ces peaux vertes, et ben on va peut-être se dire, tu sais quoi, plutôt que de rien faire et de rester avec mes 25 gardes et leur commissaire, bah là je vais déclencher l'ordre baïonnette au canon, je vais traverser cette foutue ruine, et ouais mon gars, je vais venir engager ces foutus orques à la baïonnette, je risque d'y passer, mais c'est tellement plus stylé, ça a tellement plus de sens, plutôt que d'aller chercher, je sais pas, une advance pour aller chercher un autre objectif, faire une action sur un décor, sur des trucs qui sont finalement représentés par très peu de choses, c'est-à-dire des fois uniquement par une carte, parfois, dans le meilleur des cas, par quelques unités ou des éléments de terrain sur la table, mais pas soutenu finalement par le lore, pas soutenu par le fluff qui nous anime tant et qui nous anime tout particulièrement quand on se lance dans une partie, dans un mode de jeu narratif. Donc je pense sincèrement, je ne sais pas si mon exemple est parlant, mais que finalement, jouer roleplay, rester dans le rôle de notre armée, de nos commandants, des personnages en fait qu'on a sur table, ça permet parfois de raisonner beaucoup plus facilement et peut-être beaucoup plus naturellement, beaucoup plus organiquement, j'ai envie de dire. Parce que voilà, vous avez 10 Tempestus Scion qui arrivent en frappe en profondeur,
bah c'est pas pour aller faire mumuse avec une action, quoi. C'est pour aller reprendre un objectif, c'est pour aller assassiner un personnage, etc. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire? Finalement, on s'en fout un petit peu, encore une fois, le résultat est moins important que l'histoire que ça raconte, et on se doute bien que des troupes d'élite qui arrivent du ciel pour passer derrière les lignes ennemies, c'est pour faire quelque chose qui aura un impact sur la partie, et qui aura un impact sur l'histoire globale qu'on est en train de raconter. Et des fois, quand j'utilise mes petits Tempestus Scion pour interagir avec un élément de terrain, etc., je dois vous dire que je me sens un petit peu sale, franchement. Voilà. Donc l'intérêt de ce jeu narratif, c'est aussi de se débarrasser de toutes ces logiques de cartes, de toutes ces logiques de scoring, pour remplacer ça par une logique purement narrative, purement fluff. Qu'est-ce que feraient mes hommes si on était vraiment sur un combat des mondes de Warhammer, et pas juste une simulation de ce combat entre deux joueurs? Et enfin, dernier argument pour le jeu narratif, et non des moindres, je pense que c'est vraiment l'occasion de sortir des figues devenues rares ou mal aimées. Alors quand je dis rares, ça peut être des figues totalement oldhammer, c'est-à-dire qui n'ont plus de règles, mais que vous allez pouvoir faire vous-même, ou que vous allez pouvoir récupérer dans les datasheets Legends, que Games Workshop a encore la sagesse de nous offrir. Ça peut être aussi des figues rares, tout simplement parce qu'elles ne sont pas très utiles dans la version actuelle des règles. Elles sont un peu boudées ou un peu délaissées. Si vous vous souvenez de mon exemple du commissaire tout à l'heure, eh bien par exemple le commissaire c'est une figurine emblématique de l'Astra Militarum, de la garde impériale. On en voyait partout, ils étaient ultra importants à un certain moment, et notamment quand le moral était extrêmement violent sur l'armée. Aujourd'hui, le moral est quasiment inexistant dans le jeu, je trouve, et donc les commissaires ont perdu de leur superbe, alors que, paradoxalement, on en a de plus en plus, et on a des figurines qui sont géniales, et on a envie de les jouer, tous ces vieux commissaires comme les nouveaux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça a vraiment du sens de jouer des commissaires en jeu égal? Alors je vais vous dire, j'en ai vu des listes jeu égal où il y a des commissaires, en fait ils sont tout seuls, ils se baladent et ils font des actions parce que c'est 30 points un bonhomme pour faire des actions. C'est terrible. Là on est dans l'antithèse absolue du jeu narratif, et on est dans ce que le jeu compétitif, le jeu égal peut amener de pire, c'est-à-dire j'ai joué un commissaire qui normalement est un officier politique chargé de surveiller les troupes pour faire quoi? Des actions en solitaire. Bah, c'est pas Sly Marbo le mec, c'est un putain de commissaire. Donc non, ne faites pas ça s'il vous plaît, de grâce ne le faites pas, et jouez en narratif là où les commissaires ont tout à fait leur place, ne serait-ce que d'un point de vue purement esthétique. Sur la partie, sur notre table, on a envie de voir ces mecs en manteau noir et en gabardine, c'est comme ça, on a envie de la voir. Et si on adaptait Warhammer 40 000 à l'écran et qu'on voyait une ligne de garde impériaux derrière leur tranchée et que aucun commissaire en vue, on pèterait tous un câble, on se dirait mais attends, mais ils ont pas fait leur taf. C'est la même chose quand on fait le jeu narratif, on peut se permettre ce genre de petit à côté et dépenser 30, 60, 90 points, j'en sais rien, beaucoup plus si on veut en commissaire, en disant bah écoute, chacun de mes pelotons, il sera accompagné de commissaires. On peut aussi s'amuser à sortir des figues vraiment anciennes, quoi. C'est-à-dire, moi j'ai des vieilles plateformes d'armes lourdes qui sont plus sur les bons socles, qui sont en métal, elles pèsent une tonne, on peut tuer quelqu'un en les jetant au visage d'un adversaire. Et je trouve ça terrible parce que on est en train de me dire en ce moment les armes lourdes c'est trop bien, tu les mets dans un Taurox, tu prends celle des lance-flammes de la Death Corps, tu débarques, tu tires aux lance-flammes, ensuite tu fais une Overwatch pendant le tour ennemi, et puis quand ils meurent, ils peuvent potentiellement aussi griller l'ennemi avant de mourir. Ok, c'est sympa, mais dans quel monde? Le combo est sympa, mais dans quel monde, s'il vous plaît, ça raconte quelque chose de cinématographique et de pertinent, l'idée d'avoir Siguyus avec leur petit chariot à lance-flammes dans un véhicule qui débarque, il déboule à l'intérieur des lignes ennemies et il meurt. Je sais pas, ça me pose problème. Je me dis, bah non, mais en fait, le principe de ces armes lourdes-là, si on réfléchit à l'art militaire ou simplement encore une fois, à un côté esthétique, à un côté visuel, en fait, c'est 3 Gugus qui protègent les lignes, la tranchée des Death Corps avec leur lance-flamme ou avec leur mitrailleuse jumelée. Et on a envie de les voir juste à côté, au déploiement de 20 Death Corps et de leur escouade de commandement. Donc un peloton, retrouver un peu cette logique de peloton qu'on avait jadis avec la garde impériale. Et là aussi, le jeu narratif vous permet ça, parce que je pense qu'il vous donne une sorte de passe-droit, de vous dire, jouez complètement, jouez en mode jeu de rôle à votre armée préférée. Si vous pensez que c'est comme ça que votre armée devait se déployer, elle se déploie comme ça. Elle se déploie pas forcément comme ça parce que c'est l'occasion d'apporter le plus de dégâts à l'ennemi ou de marquer le plus de points. Donc, plus épique,
plus simple, même si on a tendance à considérer que c'est l'inverse, et aussi l'occasion de ressortir des vieilles figues. Franchement, c'est 3 gros arguments de taille. Mais maintenant, je sais que j'essaye de vendre mes petits tapis narratifs, mais je ne peux pas passer à côté d'un certain nombre de contraintes, parce que ce serait vous mentir et vous piéger. Et effectivement, le jeu narratif demande des contraintes, et peut-être même plus de contraintes et de préparation finalement, que n'importe quel autre mode de jeu. Alors la préparation, j'y viens, je pense que c'est factuellement la contrainte la plus importante, parce que on ne peut pas y échapper. Si on veut préparer un scénario asymétrique, des listes qui racontent une histoire, une table qui raconte une histoire, eh bien c'est du temps. Du temps de peinture, du temps de rédaction de listes, du temps aussi peut-être pour créer votre scénario. Pourquoi pas le tester en amont avec d'autres joueurs ou avec vous-même. Donc franchement, il y a vraiment matière à s'amuser, mais aussi à perdre pas mal de temps avant même de pouvoir lancer les premiers dés, et ça peut faire peur. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas forcément beaucoup plus de travail, ou en tout cas un travail beaucoup plus pénible que celui de se tenir informé de multiples facs, de se renseigner sur la liste d'armées de l'adversaire, ou tout simplement de peindre des figurines en prévision d'un tournoi. Je pense que si vous avez ces motivations-là, et si vous avez l'énergie pour tous ces aspects-là du jeu égal, eh bien vous pourrez trouver la même énergie pour le jeu compétitif, et peut-être que ça sera l'occasion aussi de vous informer sur un certain nombre de choses, ou faire des choses que peut-être vous n'auriez pas fait sans ce jeu narratif, mais ça on en reparlera plus tard. Une autre contrainte aussi, c'est que ça demande forcément plus d'entente entre les joueurs. Je pense que le jeu égal, son avantage principal, c'est qu'il est sanctionné, il est validé par la lettre de cachet de Games Workshop, et donc on est tous d'accord, même si finalement on peut avoir nos griefs envers telle ou telle mécanique, tel ou tel aspect des règles, on est tous d'accord, quand on arrive sur une table et qu'on a signé ce contrat-là avec Games Workshop, on joue au même jeu. Avec le jeu narratif, comme je vous le disais en introduction, il peut prendre bien des formes, donc potentiellement on ne joue pas au même jeu, ou pas exactement au même jeu, et bien ça implique le besoin de signer une sorte de gentleman agreement, comme on dit, outre-Manche. Ça implique une sorte de vérification mutuelle. Est-ce que ton scénario est bien? Est-ce que la liste que tu vas utiliser pour raconter cette histoire me paraît adaptée? Est-ce qu'elle n'est pas trop jeu égal? Elle n'est pas trop bourrine par rapport à ce que moi j'apporte? Donc voilà, il y a une espèce de besoin de s'assurer de ce qu'on va raconter avec cette liste, avec cette bataille, et ça effectivement ça demande pas mal de petites vérifications. Mais je pense que, encore une fois, aujourd'hui quand on fait un jeu égal et que on veut pas piéger son adversaire, on est un petit peu obligé de lui présenter nos stratagèmes, notre liste, etc. Donc j'ai pas l'impression que ça soit finalement si différent de cet exercice-là. Par contre, ça peut vraiment commencer à raconter une histoire, c'est-à-dire voir un petit peu la liste de votre adversaire, vous rendre compte que lui il a mis plein de chars, mais vous beaucoup d'infanterie. Ah ouais, c'est peut-être un peu con parce qu'en termes d'équilibrage ça va être chaud, mais est-ce que on raconte pas finalement, je sais pas, le dernier carré effectivement d'une troupe essentiellement composée d'infanterie, mais du coup je vais m'assurer de mettre des lance-missiles, des canons laser, des choses comme ça, et face à moi j'ai une division blindée des Iron Warriors par exemple. Donc il y a parfois, même quand c'est déséquilibré, l'occasion de raconter quelque chose. Donc l'idée n'est pas forcément de retomber sur une sorte de jeu égal où on contrôle successivement la liste de l'autre, mais plutôt de se dire qu'est-ce que ce que j'apporte va amener au moulin? Est-ce que l'eau que je mets dans ce fameux moulin va continuer à alimenter l'histoire? Et ça, je pense que c'est une contrainte, mais ça peut être aussi déjà l'occasion de commencer à raconter un truc vraiment cool. Et enfin, le jeu narratif, on va pas se mentir, il demande plus de flexibilité en jeu, de la part d'un maître du jeu, d'un MJ, s'il y en a un, on y reviendra, mais aussi des joueurs entre eux en fait. Parce que déjà, il faut quitter la mentalité compétitive que Games Workshop a eu plusieurs années pour nous mettre dans le crâne, et simplement, il faut savoir parfois résoudre les problèmes que le scénario peut poser. Donc c'est assez récurrent dans les jeux narratifs, puisque nos scénarios ne sont pas testés par 50 joueurs et de bien des manières, qu'il y ait un trou dans la raquette, qu'il y ait quelque chose auquel on n'a pas pensé, quelque chose qu'un des deux joueurs va pouvoir exploiter. C'est à nous, sur le moment, de régler la solution. Et rappelez-vous, à l'époque, le moteur officiel de Games Workshop pour Warhammer 40 000 et ses autres jeux, il y avait cet encart-là dans les codex, dans les livres de règles, etc., de la règle la plus importante, celle qui voulait qu'on se mette d'accord avec son adversaire en cas de doute. On était dans une toute autre philosophie
et peut-être une philosophie qui, si on ne la catégorise pas comme ça tout de suite, est beaucoup plus narrative, dans l'idée qu'on ne peut pas domestiquer le moteur de règles, que le moteur de règles va imposer des erreurs, des problèmes, peut-être des dilemmes, mais que c'est à nous en tant que joueurs de discuter avec notre adversaire pour trouver des solutions. Et ça, je trouve que déjà, c'est une sorte de confiance que nous faisait l'éditeur et une sorte de respect à l'égard de notre intelligence qu'on a perdu, parce qu'aujourd'hui, eh bien, on attend une fac et on va exploiter en fait potentiellement un trou dans la raquette jusqu'à ce que Games Workshop sanctionne. Et c'est très bien parce que Games Workshop, de par les modifications qu'ils vont apporter au jeu, vont créer une modification des règles, vont créer des rotations en termes d'unités, et donc ça permet aux gens qui jouent beaucoup de ne jamais s'ennuyer, de tester de nouvelles choses, et ça, vraiment, je pense, du bon. Par contre, ce qu'on a perdu entre-temps, c'est effectivement cet exercice de la flexibilité qui me semble super important quand on est un hobby, c'est-à-dire ne pas se braquer sur l'idée que les règles ne sont pas bonnes, pas entièrement bien conçues, etc., mais peut-être qu'est-ce que nous, on en pense de ces règles et qu'est-ce que là, sur le moment, on va en faire. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples tout à l'heure qui, j'espère, rendront cette contrainte à la fois plus tangible, mais peut-être aussi plus enviable, parce que parfois, de la contrainte naît de la créativité. Mais ça aussi, je vous en reparle juste après. Avant ça, je voulais vous faire un point sur Crusade ou Croisade, le mode Croisade, qui est un mode de jeu que Warhammer 40 000 a introduit en V9 et qui depuis existe aussi à Age of Sigmar dans ses 2 dernières éditions. Est-ce qu'on a finalement toutes ces contraintes et tous ces avantages dans Croisade ? Alors la réponse simple, c'est que à la fois oui et à la fois non. Et donc je voulais faire ce petit disclaimer parce que je pense que Croisade c'est un système de jeu narratif qui se base sur le système de jeu égal. Et donc, quelque part, c'est à la fois un système dans le système, ou en tout cas une surcouche de règles qui demande de jouer non pas avec le meilleur des 2 systèmes, mais peut-être avec le pire des 2 systèmes. Et à mon sens, c'est là où je voulais en venir, quand je disais notamment en discutant avec Raphaël en début d'année que le jeu égal ou le jeu casu en tout cas était mort, c'est que en fait tout le monde joue au jeu égal et tous les autres modes de jeu s'appuient sur cette matrice là. C'est-à-dire que par nature le jeu est désormais essentiellement compétitif et il n'est pas narratif avec un volet on va dire beaucoup plus cinématographique et un volet beaucoup plus compétitif ou équilibré. Non, la base est ultra équilibrée et très compétitive et ensuite c'est à nous de savoir dans quelle direction on va. Et donc ça nous oblige forcément à rajouter des couches dès qu'on va dans une direction. C'est-à-dire, si vous voulez jouer en jeu égal avec votre pote, c'est pas la même chose que quand vous jouez en tournoi, que quand vous jouez en club. Il y a des paramètres de tournoi à connaître, en fonction des pays, c'est pas les mêmes, etc., etc. Donc forcément, plus on va dans le côté compétitif, plus il y a des domaines où il y a des choses auxquelles il faut se familiariser. Et c'est pareil avec le jeu narratif quand on s'enfonce du côté Crusade de la force. Parce que Crusade, c'est beaucoup finalement d'ajouts avant et après la partie, mais très peu dedans. Et donc, de ce point de vue-là, pour moi, ça va pas forcément à l'encontre du jeu narratif, mais c'est une forme de jeu narratif qui est un petit peu différente, qui place la narration avant et après les parties plutôt que pendant. Maintenant, il y a quand même des scénarios asymétriques dans Croisade, et il y a aussi pas mal de règles qui vous permettent d'influencer, par exemple, sur les statistiques de vos unités, qui leur offrent des équipements, etc. Donc ça, on est quand même beaucoup plus dans le côté JDR, un petit peu, des premières éditions de Warhammer 40 000. Seulement, ça se ne soustrait pas à un autre système de jeu, c'est le système de jeu avec des choses en plus. Donc niveau charge mentale, de nouveau, on est vers quelque chose qui est vraiment lourd à gérer. Et je sais qu'après l'avoir utilisé beaucoup en V9, je dirais que Croisade, c'est un système qui est super intéressant, mais que je ne conseillerais pas du tout aux gens qui comptent s'initier au jeu narratif, parce qu'au contraire, ça risque de les faire fuir de par toute la paperasse qu'il y a à gérer. Et en plus, malheureusement, Games Workshop ne propose pas tellement d'outils, ni même de suivi autour de ce mode de jeu. Récemment, il y a eu un nouveau bouquin, mais je sais que par exemple, quand on a une application pour Warhammer 40 000, ce qui serait super cool, c'est qu'elle ait un volet croisade où on peut noter les modifications des statistiques ou de l'équipement de nos unités, parce que
sur table se rappeler que, parce que vous avez vraiment des choses comme ça dans Croisade, vos marines du chaos, ils ont suffisamment d'expérience, donc ils ont plus de haut mouvement, mais en fait au moment où vous les bougez de 6, c'est pas de 8 parce que vous avez oublié. Enfin en fait, il y a beaucoup de choses à faire autour du mode de jeu Croisade. Peut-être, moi si je devais le reprendre en tant que game designer, j'essaierais de le faire plus léger en fait en amont et en aval de la partie, mais surtout j'essaierais de l'accompagner d'un outil et d'un moteur de jeu qui est vraiment à part. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc j'aurais tendance à vous dire d'aller vers Croisade seulement dans un deuxième temps ou pour aller piocher de l'inspiration. Mais ça reste un mode de jeu assez cool avec lequel j'ai eu des bons souvenirs, notamment en V9, puisque je l'avais beaucoup joué avec Jean-Baptiste et on avait alors développé nos armées à mesure qu'on jouait finalement avec ce mode Croisade, et je pense que c'est une bonne manière de le prendre en main. Commencer une armée spécifiquement faite pour Croisade me paraît être plus intéressant que d'ajuster une armée au mode Croisade, mais ça, ce n'est jamais que mon avis, et donc il faudra le prendre avec des pincettes. Passons maintenant à un certain nombre de conseils pour savoir comment s'initier, comment rentrer dans ce fameux jeu narratif. Alors vous verrez, plusieurs de ces conseils, je les ai déjà abordés en pointillé dans ce que j'ai dit au préalable dans ce podcast, mais je vais un petit peu enfoncer le clou avec notamment un certain nombre d'exemples qui j'espère sauront vous inspirer, et il faudra en retour me mettre en commentaire sur Discord ou sur les réseaux sociaux ce que vous faites vous pour initier vos armées ou vos amis à un jeu plus narratif. Le premier de mes conseils, c'est d'avoir un MJ, au moins dans un premier temps. Alors ça peut paraître un petit peu chiant, ça peut paraître un petit peu finalement contraignant, peut-être que ça peut vous faire peur, mais ça me semble nécessaire, en tout cas au début. Déjà parce que ça va donner la responsabilité de la création de scénarios, de campagnes, d'idées de manière générale à une personne en particulier. Et il y a des personnes comme moi, par exemple, qui sont souvent très contents d'assumer ce rôle. Et ça va vous permettre d'avoir une sorte de référent automatiquement. Mais c'est aussi pour qu'une figure neutre soit là pendant votre partie, pour ajuster finalement tous les petits problèmes dont on parlait tout à l'heure, et résoudre les petits couacs, rajouter un petit peu de piment, trancher sur finalement, attention, là toi, joueur A, tu vas un petit peu plus dans une mentalité de jeu égal, j'aurais bien envie que plutôt que tes unités tentent une charge, etc., etc. Donc ça peut être sympa pour respecter l'esprit du jeu narratif, mais aussi construire un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires à sa bonne pratique, d'avoir un MJ. Alors c'est une contrainte, c'est certain, mais ça n'empêche pas le fameux MJ de jouer. Par exemple, il peut jouer des unités, qui seraient l'équivalent des personnages non joueurs, des PNJ d'un jeu vidéo. Je ne sais pas si vous faites un scénario, par exemple, du siège d'une ville impériale, vous pouvez imaginer qu'il y a un joueur impérial qui vient avec son armée, et que vous jouez un petit peloton de garde impériale, ou une petite force de l'Adeptus Mechanicus, ce genre de choses, et qui peuvent apporter un petit peu de piment, parce qu'elles auraient des règles spéciales, ou de leur survie dépendrait plus de points pour le joueur impérial. Vous voyez, ce genre de choses vous permet un petit peu d'avoir une unité à maîtriser comme ça un peu chaque tour, pour pas tout à fait vous ennuyer, et puis pour vous représenter sur table, ce qui est quand même toujours un petit peu sympa. Et en plus, je pense qu'avoir un MJ, c'est le moyen de faire des parties finalement multijoueurs. Il y a plein de gens qui adorent faire des 2v2, des 3v3, etc. C'est parfois un petit peu compliqué parce que ça segmente les armées de tout le monde, ça demande un grand salon, etc., etc. L'avantage avec un MJ, c'est que à partir de 3 personnes, on peut commencer à se faire de bons souvenirs, et puis vous pouvez passer ce bâton en fait du MJ au fur et à mesure de vos parties, et puis simplement vous dire je fais une partie par exemple moi avec Raphaël et Thomas, et puis la prochaine que je fais ça sera Raphaël le MJ et je jouerai contre Thomas, et puis vous tournez comme ça, et franchement c'est pas une contrainte énorme, et ça permet je pense de se faire des souvenirs quand même plus stylé, et puis d'arbitrer quand il y a des petits couacs, prendre des notes aussi sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que je pense que de par la nature un petit peu itérative du jeu narratif, vous allez un petit peu devoir aussi vous dire tiens, ça va pas trop marcher alors que j'aurais pensé que, je vais prendre des notes et je corrigerai pour la prochaine. Vous allez devoir discuter, mais c'est super sympa cet aspect-là, parce que en jeu égal, à part envoyer des tweets enflammés à Games Workshop, on n'a pas forcément grand pouvoir en fait sur le jeu égal, alors que sur le jeu narratif, on peut le personnaliser en fonction de nos envies et de nos retours, et ça c'est quand même super chouette. On parlait de Games Workshop, mon deuxième conseil, ça serait de s'appuyer sur eux. Alors ça peut sembler contre-intuitif,
surtout après tout ce que je vous ai dit, mais s'appuyer sur les publications de Games Workshop, eh bien ça aide à la conception, à l'équilibrage, mais aussi à la transmission de votre travail finalement à de nouveaux joueurs, parce qu'on peut s'accorder sur une base commune. Alors ça ne veut pas forcément dire recréer le jeu égal avec juste un paramètre qui change, rassurez-vous, mais par exemple ça peut être reprendre les déploiements des paquets de cartes précédents pour Warhammer 40 000 par exemple. Je sais que moi, des fois, pour des scénarios narratifs que j'ai créés, j'avais pas trop d'idées au niveau du déploiement par rapport à la mission que je racontais. Je sais pas si c'était si important que ça, mais j'avais besoin de me dire, j'aimerais un truc quand même qui n'avantage pas trop un joueur ou l'autre. Bon, bah j'ai été pioché dans ces cartes-là et j'ai juste refait le déploiement tel que la carte l'expliquait. Donc ça peut être un bon moyen de s'inspirer pour des objectifs et puis peut-être aussi des bonus, des malus. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aller piocher dans le mode croisade, vous pouvez aller piocher dans les paquets de cartes, vous pouvez aussi aller piocher complètement dans les éditions précédentes, hein, parce que tout ça a déjà été testé, éprouvé, donc autant aller en profiter et puis combiner les éléments entre eux. C'est ça que je disais aussi en introduction, c'est que là où on a tendance trop souvent à considérer que bon bah voilà, mon codex il est plus à jour parce qu'il y en a un nouveau qui est sorti, je le jette, bah non, en fait il y a sans doute des mécaniques qui sont restées dans votre codex mais qui sont pas dans le précédent, et que en jeu narratif vous allez pouvoir vouloir garder ou déployer parce que vous les trouvez fun, parce que vous trouvez qu'elles racontent une histoire, et ça peut être super cool. Donc je vous conseillerais, si vous avez aussi envie de commencer petit à petit, eh bien de vous appuyer sur un certain nombre de publications de Games Workshop, et Games Workshop fait encore des scénarios par exemple asymétriques qui me semblent être une forme assez naturelle et assez, comment dirais-je, démocratique, assez simple en fait du jeu narratif, c'est-à-dire ok, le scénario il n'est pas fait forcément pour deux joueurs à égalité, mais il vous permet de faire quelque chose d'assez sympa, de raconter une histoire, donc vous pouvez totalement aller piocher dans ce que on a encore, je sais pas, par exemple dans les White Dwarf ou même le mode de boarding action où on trouve beaucoup de scénarios qui ont beaucoup de saveurs, et donc ça donne envie en fait d'aller s'inspirer, de bidouiller et de faire à votre sauce. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous avez envie de faire, si vous n'avez pas envie de tout créer non plus, du déploiement aux objectifs en passant par les listes des adversaires qui vont s'affronter, eh ben reposez-vous sur Games Workshop, et comme ça vous verrez, ça va un petit peu alléger cette contrainte qui va avec le jeu narratif, cette contrainte de création pure, comme je vous le disais tout à l'heure. Un petit peu dans le même ordre d'idée, mon troisième conseil serait de respecter un cadre. Parce qu'on peut avoir tendance à penser finalement que le jeu narratif c'est forcément beaucoup plus libre, et je l'ai dit d'une certaine manière, c'est beaucoup plus varié, donc plus libre, et donc moins exigeant. Donc finalement c'est la fiesta, on peut arriver avec des listes complètement non-sensiques, et puis c'est bon, je raconte une histoire. Bon, ne le traitez pas forcément comme une excuse, traitez-le sérieusement, parce que par certains aspects, oui, le jeu égal est plus libre, mais il faut se méfier de cette tendance, parce que elle peut soit vous enfermer dans l'histoire que vous voulez absolument raconter, ou soit elle peut mener vers un trop-plein d'idées qui va rendre votre scénario, ou votre campagne, ou votre jeu narratif de manière générale, peut-être un peu confus, un peu compliqué à transmettre à d'autres joueurs, etc. Donc pour ça, le mieux c'est encore de se mettre d'accord sur un format précis. Peu importe, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans une campagne, on y reviendra tout à l'heure, mais se mettre d'accord avec vos adversaires sur un moteur de jeu, avec telle ou telle modification ou non, avec un format de liste, de dire 3 games à 1000 points, puis à 1500, puis à 2000. Il y a plein de choses qui vous permettent un petit peu de contrôler la décharge créative que représente le jeu narratif. Parce que moi je suis assez persuadé qu'elle peut aussi nous submerger, cette vague créative du jeu narratif. Donc par exemple, on peut décider entre joueurs de savoir s'il y a un ou plusieurs objectifs. Est-ce qu'il y a un seul objectif primaire et des objectifs secondaires, que des objectifs primaires parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête? Est-ce qu'on a quand même si on ne va pas vers le mode croisade, des bonus pour celui qui gagne, des malus pour celui qui perd? Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes à discuter, soit en amont, soit au cours des parties, peut-être aussi en fonction de ce qui se passe. Donc par exemple, là, moi, je vais prendre l'idée d'une campagne narrative que j'ai pu mener en 3 games par joueur l'année dernière. Je m'étais mis comme objectif que pour chacune des parties, il y avait une péripétie, un objectif global, potentiellement des objectifs secondaires, un bonus et un malus. Donc le tout, c'était ça.
Et le tout, c'était d'incarner ça, enfin on va dire le brief, c'était d'incarner ça finalement le plus possible sur table. Donc par exemple, s'il y avait une péripétie, c'était pas à la fin en fonction de qui avait gagné ou qui avait perdu, mais c'était si on se rapproche de tel bâtiment, cette unité embusquée va sortir. Si l'adversaire provoque le chef ennemi en duel, on va jouer avec les règles de combat au corps à corps, mais de Kill Team, et pas celle de Warhammer 40 000, parce que vous pouvez aussi tout à fait aller piocher dans d'autres jeux. Donc voilà. Et ce format-là, je l'ai respecté tout au long de la campagne, et je pense que ça a créé une sorte d'équilibre automatique, même si chacun des éléments que j'ai apportés n'étaient pas forcément équilibrés, mais en tout cas les joueurs savaient à quoi s'attendre au fur et à mesure. Ils avaient ce cadre en tête de péripéties et effectivement bonus de victoire, malus de défaite, etc., etc. Donc essayez de faire un cadre et vous verrez, ça va accompagner votre création. Mais puisque j'aime bien donner un conseil et puis donner quasiment l'extrême inverse comme conseil successif, comme second conseil, eh bien je vais vous dire aussi qu'il faut savoir faire preuve de souplesse. Alors est-ce que c'est si antinomique que ça avec mon conseil précédent ? Eh bien, je crois pas. Et je vais essayer de m'expliquer parce que, voyez-vous, je pense que faire de souplesse, non seulement ça renforce aussi le besoin d'avoir un MJ, donc finalement ça va un petit peu dans le cadre de mes conseils précédents déjà, mais c'est aussi parce que, eh bien, les gens qui ont déjà fait du JDR, par exemple, le savent, parfois, que ce soit vous ou le MJ, vous allez préparer un truc à fond et il va se passer tout l'inverse. Il faut donc apprendre à ne pas être trop précieux malgré ce cadre dont je parlais tout à l'heure et donc développer un esprit d'improvisation, un esprit de flexibilité, de souplesse dont on parlait justement tout à l'heure en parlant de cette règle la plus importante des éditions précédentes de Warhammer 40 000. Donc rappelons que c'est important pour ça, mais c'est aussi important parce que les contraintes amènent de la créativité. Mais que la créativité, elle implique automatiquement des pépins. Donc du coup, il nous faut à la fois le cadre, mais il nous faut aussi la souplesse, là où le jeu égal est à mon sens, eh bien un jeu qui ne correspond aux gens qui ne veulent que le cadre. Et c'est très bien, parce que c'est une forme de confort, de se dire, je suis dans un cadre prédéterminé, et tout ce qui sort du cadre n'est pas valable, tout ce qui rentre dans le cadre est valable, et s'il y a un truc vraiment trop abusé, on comptera sur Games Workshop et sur personne d'autre pour le corriger. Donc c'est très bien, mais c'est peut-être un petit peu insuffisant quand on parle de jeu narratif, parce que le cadre ne sera jamais à l'épreuve de l'histoire que vous allez raconter. Et ça, encore une fois, ceux qui ont déjà testé du GDR, qui ont été MJ, le savent. Des fois, on s'amuse à bosser tout un lore, tout un truc, parce que les joueurs, face à la forêt, elle fait tellement peur, ils vont forcément rebrousser chemin, et là, ils vont tomber sur ce truc génial que j'ai inventé. Sauf que les joueurs, ils ont bu 3-4 bières, et ils vont décider d'aller le glaive levé dans la forêt, et là, il faut un petit peu qu'on improvise sur juste les 4 péripéties d'orques en maraude qu'on avait prévu de raconter. Donc, faire preuve de souplesse, c'est important, et j'en veux pour exemple, et bien là aussi ce qui s'est passé dans plusieurs parties de ma campagne narrative, et notamment je crois dans la dernière que j'ai pu jouer avec l'ami Thomas Papagoul, il devait détruire une Valkyrie impériale qui transportait vous savez, des glandes qui permettent aux Space Marines de continuer à produire d'autres Space Marines. Il se trouve du coup qu'il y avait des Karcharodons dans cette Valkyrie accompagnés par des troupes de la guerre impériale. Et donc du coup, je me suis dit, bon, il va falloir qu'ils la détruisent, mais potentiellement elle va rester dans les airs un certain nombre de tours, cette Valkyrie. Pas de chance pour moi, elle est détruite premier tour. Mais du coup, le scénario continue. Mais surtout, je lui ai dit, l'idée c'est que maintenant, il faut que tu ailles tuer les survivants et que tu ailles récupérer le matériel génétique qu'ils portent. Ce qu'il a fini par faire, mais au dernier tour, en récupérant les ressources génétiques, on se rend compte qu'il ne peut plus faire ce que je avais dit être une condition de victoire, à savoir terminer le dernier tour dans un transport avec le matériel génétique à son bord. En l'occurrence, c'était un Land Raider, donc ça tombe bien. Mais je me dis, factuellement, il m'a un peu atomisé mon armée, il a le matériel génétique en sa possession, le Land Raider est pas très très loin. Est-ce qu'on tenterait pas des règles
pour faire en sorte que son unité qui a récupéré tout ce matos génétique puisse quand même arriver eh bien dans le transport, et donc qu'on puisse considérer cette partie comme une victoire. Alors j'avais pas non plus envie de tout lui permettre, et donc de lui dire bon c'est bon, tu les as tués au tir, donc on va considérer que dans 10 pas, si on jouait un tour de plus, tu les récupérais parce qu'il n'y a pas d'unité à 10 pas effectivement pour les récupérer avant toi. Mais je me suis dit bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que t'as ta phase de mouvement, t'as ta phase d'advance, t'as ta phase de charge, visiblement t'as réussi à dézinguer ces mecs-là au tir au prochain tour, et bien tout ce qui te reste à faire, c'est d'aller sur ce matériel et de finir ton tour dans ton transport. Ce qui est absolument impossible si on regarde les règles telles qu'écrites par Games Workshop, parce qu'on ne peut pas charger notre propre transport par exemple pour gagner des pouces, mais c'est pourtant ce que nous avons fait pour que Thomas revienne à bord de son transport. Donc j'ai quand même laissé les dés tranchés, mais il me semble qu'il avait bougé avec son advance, récupéré le matériel, et puis fait une charge vers son Land Raider qui s'était lui-même déplacé vers eh bien, ses troupes pour sécuriser eh bien, le précieux sésame que ces Iron Warriors convoitaient tant. Et j'ai trouvé ça super stylé. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est juste basé sur des règles de base, de mouvement, d'advance et de charge. Et on a dit, bah écoute, je pense qu'on peut pas considérer ça comme une victoire juste parce que t'as laissé tomber des glandes au fin fond d'une cité impériale. Faut que t'ailles les chercher. Et donc, bah voilà, ta mission pour ce tour-là, c'est de faire ça. Et donc, en l'occurrence, moi, à ce moment-là, j'étais à la fois MJ, mais je jouais aussi les défenseurs. Et j'ai trouvé que c'était super chouette parce que ça prouvait bien qu'un cadre était important, mais il n'était pas suffisant pour raconter une belle histoire, et donc il n'était pas suffisant pour le jeu narratif, donc il faut savoir composer avec les deux. Et quand je dis les deux, c'est donc ne pas avoir peur des limitations, parce que comme toute forme de contrainte, je le sais très bien dans mon métier de scénariste, eh ben, elles vont finalement stimuler la créativité. Si on a juste une page blanche et une illimitée, généralement, on n'a pas forcément d'idées qui nous viennent. Donc, vous n'avez pas besoin de 10 joueurs, de 6 armées, de jouer à 2000 points, etc., etc. Vous faites ce que vous voulez, et surtout vous faites ce que vous voulez avec ce que vous avez sous la main. Faites avec ce qui vous fait envie, ou même, n'hésitez pas à vous imposer des contraintes encore plus fortes. C'est-à-dire que si vous avez 2 armées et que vous avez envie d'inventer une campagne narrative spécifiquement pour ces 2 armées, bah faites-le. Mais si vous vous dites « Ah, j'ai une 3e armée qui traîne dans ma pile of shame depuis longtemps, est-ce que ce serait pas l'occasion de la développer comme un espèce d'antagoniste ultime ou comme une sorte de parasite pour ma campagne, pour ma partie narrative, etc. » Eh ben, lancez-vous des défis de ce genre-là. Ça va totalement marcher. Après tout, si on part du côté du jeu égal pour quelques minutes encore, on sait que des fois pour un tournoi, pour un événement quelconque, eh bien, on va peindre des filles, on va monter une armée à 2000 points. Donc on peut faire tout à fait la même chose, et donc il faut pas hésiter à le faire, et puis se faire plaisir, ou finalement, comme je le disais un petit peu en amont tout à l'heure, eh bien sortir, exhumer des figues qui, alors là, elles sont peut-être même pas vieilles ou mal aimées, elles sont juste même pas montées et pas peintes, donc ça peut être super intéressant de le faire. Et c'est typiquement ce que j'ai fait lors de ma campagne narrative l'année dernière. Et ben, j'ai pris des armées qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire mon armée garde impériale, donc à chaque fois qu'il y avait un scénario qui se passait sur un monde impérial, elle pouvait faire un petit caméo, elle ne représentait pas 100% des défenseurs, mais elle pouvait être là sur table. Et puis au-delà des armées que je possédais, eh ben, j'ai utilisé des figurines qui traînaient dans ma vitrine, par exemple des Skitarides d'Adeptus Mechanicus, des Space Marine Karcharodon, je vous le disais tout à l'heure, et j'ai même commencé à monter des trucs qui traînaient dans ma pile of shame, c'est-à-dire par exemple un décor Death Guard, parce que voilà, Raphaël jouant la Death Guard et il faisait bien évidemment partie de ma campagne narrative. L'idée c'est qu'à un moment qu'il contamine un monde impérial, un agrimonde qui était connu pour son eau, et donc j'avais placé un certain nombre, vous savez, de décors de pipeline. Alors on peut souvent imaginer, je crois que c'est des conduites de Prométhéum en fait dans l'or, mais bon, je me dis bon bah pour l'eau ça sera à peu près la même chose. Et du coup, Raphaël va apprendre à contaminer l'eau. Et en fait, quand il contaminait l'eau, eh ben, on a remplacé ces générateurs-là par des décors Death Guard, qui je crois sont même plus jouables d'ailleurs à l'heure actuelle, mais que j'avais en stock grâce à un ami JB, qui me l'avait offert depuis longtemps, et que j'ai enfin peint à l'occasion de cette campagne narrative, et même spécifiquement de cette bataille. Donc il n'y a pas forcément besoin d'une campagne au sens plus large. Et ça aussi, c'est un truc très très chouette avec le jeu narratif, c'est que ça peut totalement motiver les joueurs à sortir des vieux trucs ou à sortir des kits de la pile of shame, tout simplement parce qu'il y a une histoire qui semble pouvoir être racontée avec ces kits-là.
Allez, un autre conseil, et on avance doucement vers la fin, ce serait de commencer petit. J'aurais peut-être même dû commencer par là, et vous aurez compris que je vous conseille de le faire quand je vous dis attention, appuyez-vous sur Games Workshop, allez voir les publications qui existent déjà, etc. Mais c'est vrai que comme dans le cas de notre épisode, c'est bien sur le lore maison, ça ne sert absolument à rien de vouloir aller dans des proportions complètement gigantesques d'entrée de jeu. De manière générale, j'ai coutume de dire qu'il vaut mieux avoir un petit mur sur lequel on peut commencer à construire plutôt qu'un plan de cathédrale impériale absolument incroyable. Donc ça veut dire que si vous n'avez jamais fait de jeu narratif alors que vous écoutez ce podcast, eh bien c'est peut-être pas la peine de commencer par une campagne. Par exemple, juste un scénario. Vous en enchaînez un, puis deux, vous les testez seul, à plusieurs, vous invitez des gens à regarder vos mécaniques peut-être en amont si vous n'avez pas envie de passer trop de temps non plus sur table à tester ça. Vous avez plein d'opportunités pour le faire, mais en tout cas, jeu narratif ne veut pas forcément dire campagne narrative, et ça aussi c'est une distinction qui, je pense, est nécessaire de faire parce que trop souvent les gens me parlent du jeu narratif comme si c'était quelque chose d'ultra compliqué, d'ultra long, d'ultra en fait lourd aussi à porter. Et je pense que ça peut l'être, mais que ce n'est pas automatiquement le cas. Donc par exemple, récemment, j'ai fait une nouvelle partie, cette fois pas du tout en rapport avec la campagne narrative qu'on avait pu faire l'année dernière, mais c'était un scénario assez basique avec des règles maison, donc des règles V10 modifiées, parce que je trouve que la V10 c'est quand même un bon moteur, malgré tout les critiques que je peux faire à Games Workshop dans cet épisode, et donc j'ai juste changé 2-3 trucs, notamment autour de la physique des décors, les unités qu'on peut cibler, l'effet de certains mots-clés, par exemple. Vous savez, le mot-clé précision vous permet avec un sniper de tirer sur un personnage, mais vous pouvez pas tirer sur une arme spéciale, vous pouvez pas intercepter un lone opérative, je ne sais plus comment on traduit, agent solitaire, je crois, ce mot-clé de certains personnages. Donc je trouve qu'il y a pas mal de petites choses comme ça qui reflètent pas tout à fait la réalité du terrain et de ce que je peux lire sur des faits historiques ou réels. En fait, c'est aussi une autre distinction qu'on peut faire, c'est que même si le jeu narratif n'est pas forcément un jeu militaire, une simulation militaire, eh ben, il peut s'en inspirer pour créer des opportunités d'histoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un peu plus complexe, le mot-clé précision, dans mon cas, dans le cas de ma partie en tout cas, que les joueurs vont forcément faire « Ah ben, il est nul, Thibaut, ta partie ». Non, je pense pas. Je pense que si je leur explique qu'en fait, un sniper, ça peut shooter un personnage, mais ça peut aussi shooter un sergent d'escouade ou le lance-plasma de votre Gus, c'est quand même assez simple à imaginer. Donc n'hésitez pas, en fait, à bidouiller à votre façon et à aussi tester des trucs petit à petit. Donc là, les blocs que j'ai amenés dans cette partie, c'était juste un scénario primaire très simple pour éviter de se prendre la tête avec les secondaires, parce que j'avais déjà un certain nombre de règles maison à tester, mais aussi une alternative au stratagème. Et donc du coup, on a testé ces stratagèmes qui sont inspirés de guerre urbaine dont je vous parlais tout à l'heure, et on s'est rendu compte notamment que y a des adaptations que j'avais faites en reprenant limite les stats de guerre urbaine V4, et notamment l'idée que les mines puissent faire des grosses attaques plutôt que des blessures mortelles, ce qui me semblait être plus intéressant. Et en fait, on s'est rendu compte que les blessures mortelles sur un jet de dés, c'était peut-être pas si mal, parce que le pauvre Raphaël a vu certains de ses éliminateurs être complètement oblitérés par une mine. Bon, c'était un petit peu rigolo quand même, d'imaginer que des Space Marines sont envoyés taillés en pièces par une mine, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop violent. Donc voilà, il faut commencer petit. Et il faut commencer peut-être aussi en bloc avec des espèces de petits tiroirs, des petites couches que vous pouvez ajouter en fonction de l'appétit de vos joueurs, mais aussi de votre propre appétit. Et enfin, on va terminer avec le conseil vraiment le plus basique possible, mais c'est qu'il faut jamais perdre de vue l'idée de base, c'est-à-dire raconter des histoires, et le fait que ces histoires importent moins que le résultat. Et donc raconter des histoires, ça se passe dès la conception, comme je vous le disais, il faut penser à une histoire que vous avez envie de raconter, avec cette armée, avec ces multiples armées, au sein de cette bataille, etc., etc. Vous allez bien sûr chercher l'inspiration où vous voulez, où vous pouvez, des films, des romans, des trucs historiques, faites-vous plaisir. Et puis, c'est aussi raconter des histoires pendant la bataille. Donc racontez vos histoires à une autre échelle d'une certaine manière. Essayez par exemple de penser non pas comme le général, c'est un peu cette abstraction là qu'on fait aujourd'hui quand on joue à Warhammer 40 000, on n'est pas forcément représenté sur table, on est une sorte de
d'entité, de général suprême qui commande toutes ces troupes. Et ben essayons de revenir à quelque chose de plus incarné, de plus organique, et on se dit quel est le plus haut gradé ou quels sont un petit peu les personnages, ne serait-ce que les personnages nommés ou non qu'on peut jouer dans une liste, et qu'est-ce qu'ils feraient là sur le moment, c'est-à-dire on descend son petit dos, on fait attention, on se fait pas trop mal au vertèbre non plus, mais voilà, comme le disait Diffus dans sa vidéo, Diffus qu'on a eu la chance de recevoir dans un épisode, allez l'écouter, mais voilà, se mettre au niveau des figues, et ben ça peut changer notre perspective, et je pense que dans le cadre d'un jeu narratif, c'est plus important qu'il n'y paraît, c'est de se dire, bah ouais, là, avec cette unité-là, très clairement, mon chef, il voit ça, et il va faire ça, même si c'est pas forcément ce qui semble le plus adapté par rapport au scénario, ou par rapport à ce que je ferais en jeu égal, et ça, c'est vraiment important. Donc, essayez de penser comme le feraient vos figurines et surtout bah voilà, autorisez-vous de le faire parce que ça crée des souvenirs qui sont absolument intestables. J'en veux pour preuve une partie qu'on a pu faire entre Raphaël et Thomas dans cette fameuse campagne narrative. Encore une fois, je rappelle, vous n'êtes pas obligé de faire des campagnes narratives pour vous exercer au jeu narratif, mais eh bien pour appliquer, c'est un bon exemple parce qu'il applique tout plein de conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, je voulais que Thomas affronte Raphaël, et donc Raphaël s'attendait à affronter une des armées de Thomas, et au final il a affronté d'abord des gardes impériaux avec moi, et il comprenait pas trop pourquoi Thomas était là, et puis Thomas a sorti de sa besace de très vieux Blood Angels, qu'il a du coup un peu esprit V2, quoi, donc les vieux Terminator, encore sur du 25 mm, etc. Donc vraiment, on était totalement dans le Oldhammer le plus pur, mais en gros, je lui ai autorisé à dire, bah voilà, moi j'ai pas les drop pods, tu les as pas non plus, on s'en fout, petite abstraction, on va imaginer qu'il y a du Terminator, il y a du drop pod, donc il y a du Dreadnought, du Marine Tactique, du Terminator qui tombe là au milieu de la Death Guard, et bordel, c'est des Blood Angels, c'est des filles qui ont pas vu une table de jeu depuis bien longtemps, qui ne l'en verront peut-être plus jamais, parce que franchement, des Terminators sur du 25 mm, ça paraît vraiment difficile à croire aujourd'hui, mais ça a existé. Et ce qui est trop drôle, c'est que bah, du coup, ils sont arrivés en frappe en profondeur, c'était super stylé, ils ont commencé à avoiner et ils ont raté absolument toute leur charge. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être étaient-ils contaminés par l'aura de Nurgle, mais il y a eu un truc vraiment génial dans cette idée que voilà, c'était des tout vieux marines qui arrivaient et finalement ils étaient un peu pris de court, quoi. Ils étaient plus dans le coup, les mecs. Et c'était super chouette, même si c'était un petit peu triste forcément pour Thomas qui s'attendait vraiment à un gros coup d'éclat. Mais je trouvais que simplement donner une seconde vie à ces figurines-là, c'était top. Et si je veux aller aussi dans une autre partie qu'on avait pu faire où les Iron Warriors cette fois de Thomas faisaient le siège en fait de Factorum impériaux, Raphaël jouant ma garde impériale pour une fois, parce que c'est aussi l'occasion voilà de vous passer vos armées, ça peut être vraiment chouette aussi pour changer un petit peu de perspective et renouveler l'expérience. Et ben il devait passer de l'autre côté des murs, donc on avait vraiment mis les décors en mode en ligne. Donc avec ces machines démons, il devait passer de l'autre côté des murs, et chaque fois qu'il mettait des unités de l'autre côté, il marquait des points. Et donc du coup il se dit je dois avancer, et puis il était à fond dedans, quoi. Là c'est un Iron Warrior qui joue un siège, donc pensez-vous, le mec était vraiment dans son élément. Et puis Raphaël comptait les points parce que lui l'idée c'était de dire il faut que je laisse passer le moins d'unités, donc à chaque fois qu'il détruisait des unités, ça lui faisait des points. Et il pouvait faire ça, y compris derrière les murs, histoire d'équilibrer un petit peu la chose. Et ce qui se passe, et qui est assez incroyable, c'est que Thomas, complètement pris dans le scénario, se dit moi j'envoie tout, tour 5, j'envoie tout dans la tête de l'ennemi, et je vais faire notamment escalader mon Defiler, les murs, et puis tant pis, quoi. Genre ça fera un véhicule de plus, et puis c'est fluff, quoi. Le Defiler, lui je crois que c'est pas un Defiler, c'est une espèce de gros drone, la Forge World du Mechanicus, ou de l'Horus Heresy, je ne sais plus trop, mais en tout cas ça a de la gueule, en tout cas il a des hélices, il peut très facilement passer le mur. Il passe le mur et Raphaël se dit j'ai plus rien à perdre, j'ai déjà joué tous mes tours, je vais faire un tir d'Overwatch avec mes batteries d'artillerie qui étaient encore là, qui étaient encore vivantes. Et donc il a 2 coups de canon à tirer, quoi, grosso merdo, enfin un peu plus. Et en fait, sur du 6, il y a tellement de canons qui passent. Et donc, à bout portant, je crois, le Defiler qui vient de passer fièrement le muret du Factorum se prend une volée d'obus, mais vraiment tout proche de lui. Je pense que les gardes impériaux sont sourds ou même morts par le souffle de l'explosion. Mais c'était tellement cool, quoi. Et en fait, c'était un peu le graal ultime du jeu narratif, parce que là, j'avais un joueur qui était complètement pris dans le scénario que j'avais imaginé pour lui. Donc finalement réfléchir à mais attention, si je perds une unité en passant des murs alors que j'ai l'avantage, Raphaël va repasser devant, donc c'est quand même un peu con, je vais rester tranquille pépouze derrière. Non, il a joué complètement fluff, il a joué roleplay, il a passé tout
tous les troupes possibles derrière le mur, et Raphaël, en fonction, s'est dit, moi je vais me battre jusqu'à la mort, et donc mes batteries d'artillerie, elles vont mettre le canon en tir direct et elles vont avoiner le Defiler, et tant pis si c'est sur du 6, de toute façon qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et c'était une espèce d'Ave Maria ou Ave Imperatus je ne sais quoi, absolument grandiose, et ça nous a fait beaucoup rire, notamment parce que je crois qu'à la fin au score Raphaël menait d'1 point, ou alors au final ça a fini sur une égalité. Bon, on a considéré, vu le nombre d'unités que Thomas avait fait passer et le nombre de gardes impériaux qui avaient été trucidés lors du siège, que c'était quand même une victoire Iron Warrior. Mais ce petit coup d'éclat, c'est un souvenir, c'est un truc dont on reparle encore souvent, et je pense que c'est un super exemple pour terminer en fait ce podcast sur le jeu narratif, parce que c'est ça en fait ce qui fait le sel vraiment de cette façon d'aborder le hobby, parce que voilà, c'est plus qu'un mode de jeu à part, c'est plus qu'un système de jeu comme pourrait l'être Croisade. Pour moi, c'est une vraie philosophie de jeu qui est à même de créer des souvenirs vraiment beaucoup plus durables que les remontadas au score qu'on peut avoir en jeu égal. Mais je vous laisserai trancher dans les commentaires de ce podcast. Voilà pour ce nouvel épisode. Si ça vous a plu et qu'après avoir testé les différents conseils que j'ai pu vous donner, vous voulez qu'on passe la seconde, eh bien je serais ravi d'avoir vos retours, et je serais ravi d'enchaîner avec une partie 2 qui serait peut-être un podcast plus détaillé et bien sur les campagnes narratives elles-mêmes, ce que j'ai un petit peu appris en menant ma propre campagne. Pour ça, peut-être faudrait que j'en fasse une autre, et encore que je ne sais pas, j'ai pas non plus envie que ça dure 2 heures. L'avantage souvent de ces podcasts, c'est que ça vous donne une base sur laquelle vous pouvez vous-même créer vos propres idées, vos propres histoires, parce que je pense que là aussi se trouve l'intérêt du jeu narratif, c'est qu'on n'a pas besoin d'être preachy comme on dit en anglais, on n'a pas besoin de dire c'est comme ça qu'il faut faire. En fait, on peut vous laisser avec un certain nombre de conseils et ensuite échanger entre nous. C'est pour ça que le Discord est là, c'est pour ça que les réseaux sociaux, rejoignez-nous, en tout cas sur ceux qui restent, par exemple sur Blue Sky, où j'ai l'impression que j'ai plus d'engagement que jamais, alors qu'au final, c'est le réseau social le moins populaire de Landrider. Mais voilà, rejoignez-nous sur Discord et sur les réseaux sociaux, qu'on puisse poursuivre la conversation, et pourquoi pas l'étendre dans un deuxième épisode qui serait dédié aux campagnes narratives. Et si vous avez aimé l'approche que j'ai défendue dans cet épisode, n'hésitez pas à la soutenir, que ce soit sur Tipeee ou en allant chez Ford Edition de ma part pour aller acheter le bouquin Dans les méandres de Warhammer 40 000, sculpter la guerre. Comme toujours, vos retours, vos dons, vos partages sont très précieux. Donc on vous remercie par avance, et on vous dit à très vite pour un prochain épisode. Salut! Bonus. Trax.